Ce sont des choses qui ont un rapport aussi avec des préjugés concernant une faute morale. La problématique est sociale, ça n'est pas une maladie. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour ce débat et d'y participer sur ce groupe de parole transgenres et parents transgenres. Parce que, bien sûr, il y a toujours, déjà dans toute famille, une problématique à élucider. Parler de vos expériences, de vos interrogations, des questions, de comment ça s'est passé dans votre famille, comment ça se passe. Il s'avère quand même qu'un bon tiers donc, de jeunes transgenres auraient fait des tentatives de suicide, ou bien que 2 tiers, en tous les cas, y ont pensé. J'ai toujours été mal à l'aise, mal dans ma peau, depuis toute petite. Psychologiquement, j'avais l'impression de mener une double vie et c'était vraiment trop dur pour moi à supporter. Et en campagne, du coup, on n'a pas de psychiatre comme à Paris, on n'a pas d'association, on est vraiment seul. Et je sais que mes parents, même si vous faisiez des groupes de parole, ils ne pourraient pas y aller parce que ce serait surtout dans les grandes villes. Et on est vraiment délaissés dans un petit coin, on est entre 4 vaches et les vaches ne nous comprennent pas. J'avais annoncé à ma mère que j'étais trans à 13 ans et dès le début, elle a essayé de comprendre le sujet et de me soutenir. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à faire une transition très jeune. Elle s'était rendue compte que il valait mieux avoir un enfant qui était différent et heureux plutôt qu'un enfant qui était mort en fait. Elle a essayé de comprendre. Elle tolère mon existence en tant qu'être humain, mais je ne suis plus son enfant pour elle en fait. En fin de compte, pour ma mère, c'était un deuil. C'était en fin de compte enterrer sa fille. En 4e, c'est vraiment la puberté qui a été l'élément déclencheur. C'est vraiment là où j'ai commencé à beaucoup souffrir, à être déprimée. En fait, on n'est pas du tout reconnu. C'est ça le problème. Le plus gros problème, c'est qu'on n'est pas reconnu pour ce qu'on est vraiment. Oui, je suis un homme. Oui, je suis né fille. Et alors ? Lorsqu'un enfant naît, c'est son sexe qui définit son genre, masculin ou féminin, garçon ou fille. C'est en tout cas ce qui va être inscrit sur ses papiers d'état civil. Mais voilà, il existe des exceptions. Léna, Lucas, Elena, Bass ou Connor, tous ont la conviction de ne pas être nés avec le bon sexe dans le bon corps. Depuis leur plus jeune âge, tout se passe comme si leur ressenti était en opposition avec leur ADN. Longtemps, ce trouble appelé dysphorie du genre a été classé comme une affection psychiatrique. Pourtant, de plus en plus de médecins l'affirment. Il ne s'agit pas d'une maladie mentale. Aujourd'hui, des enfants et des adolescents revendiquent leurs différences. Et pour devenir ce qu'ils sont au plus profond de leur être, ils vont devoir affronter le regard de leur famille et de la société, puis effectuer une transformation hormonale qui va modifier irréversiblement leur corps. Oh, j'aime pas. T'étais tout le temps grimpée sur les arbres, les trucs, on t'appelait Mowgli, tu te rappelles pas? Ah si, je me rappelle. Bah oui. Génial. Sur la plage, c'est où? T'es au milieu? Ouais. Là. Ils sont jolis, les photos. J'ai pas trop Mais t'aimes pas, c'est parce moi. que c'est pas toi. Ouais, c'est pas moi, quoi. Ouais, comme maintenant. Hein. Tout le temps la banane. Bah là aussi, regarde, on dirait un petit gars. C'est ça te plaît, ça. Hein. Ouais. Tu vois, je t'habillais pas que en rose. Hein. Donc t'es souvent en jean, en basket, tu vois. Ouais. J'ai pas été longtemps à me dire, à insister. C'est des chouettes souvenirs. Ça te... Ouais, non, ça me fait... Ça me rend pas triste ou quoi que ce soit. Regarde celle-là. Ouais. Moi non plus, ça me rend pas triste, j'adore, je trouve ça super beau. Ces photos.
À l'âge de 12 ans, à mesure qu'il entre dans sa puberté, Lucas s'enfonce dans une souffrance pesante. Entre agressivité et automutilation, il est sur le point de décrocher scolairement jusqu'au jour où, avec l'aide d'un psychiatre, il parvient à mettre des mots sur son mal-être. Quand j'étais petit, j'étais un peu garçon manqué. Donc j'ai joué avec des garçons, etc. Et puis à l'adolescence, j'ai cru que j'étais homosexuelle, mais du coup j'en ai parlé à ma mère, puisqu'elle m'a toujours dit que c'était pas grave. J'ai commencé à sortir avec des filles et je me suis rendu compte que ça allait toujours mal. Donc du coup je me suis dit, bon, déjà c'est pas ça. Et puis surtout aussi, j'avais l'impression que mon corps m'appartenait pas. Donc je me suis dit, je peux pas me l'approprier, je peux pas vivre bien avec. Donc je me suis dit, c'est un problème avec mon corps. Et après, j'ai cherché, j'ai compris pourquoi. Et en même temps, je voyais les autres garçons, je me disais, qu'est-ce qu'ils ont de la chance, parce que moi j'avais la puberté féminine, ils avaient la puberté masculine. Et je me suis dit, c'est comme ça que j'aurais dû être depuis le début. Le plus dur, c'est de pas savoir ce qu'on a et ce qu'on ressent et ne pas pouvoir l'expliquer aux autres. Ne pas pouvoir expliquer pourquoi on est agressif comme ça et pourquoi on n'est pas bien. Comme elle était très en colère, j'ai dit, bon, écoute, on va aller voir un pédopsychiatre pour voir un peu ce qui se passe, parce que c'est pas cette colère, moi je sens qu'il y a quelque chose de plus profond, quoi. C'est pas... Et puis surtout, le collège nous avait prévenu qu'il y avait eu des petits... un jour, on nous avait appelé en disant que Lina s'était coupé le pouce. Ça m'est arrivé de me scarifier, mais à des moments où j'étais vraiment très très en colère, donc des pics de colère où je me sentais vraiment, vraiment super mal et j'avais pas d'autres possibilités. Et du coup... je faisais ça histoire de plus ressentir de douleur. Voilà, ça s'est déclenché comme ça. On a vu quelqu'un avec qui elle s'est super bien entendue, un pédopsie. Et puis au bout de 6 mois, c'est sorti. Puis voilà, le plus gros était fait. Ce que nous a dit le pédopsie, ça y est, c'est fait, c'est sorti maintenant. J'ai demandé d'abord à mes amis de m'appeler Lucas, etc. Ils ont tout de suite compris. Et j'ai pas eu vraiment à leur expliquer pendant des heures, ça a été bref, et puis ils ont trouvé ça naturel. Enfin, ils m'ont dit, t'as toujours été comme ça a pas changé grand-chose. Et donc ils ont tous commencé à m'appeler Lucas. Et puis finalement, les profs, ils se sont mis aussi à m'appeler Lucas, et on rigolait bien sur le sujet. Enfin, mes profs, ils étaient super gentils, super à l'écoute, et du coup, je pouvais leur parler de ça sans problème. Mes parents m'appellent encore elle, mais je pense que... ils font pas... c'est normal pour des parents, quand ils ont une fille, de continuer à l'appeler elle. Et moi, je leur en veux pas, parce qu'ils ont pas été méchants avec moi. À aucun moment, ils m'ont rejeté. Et ils m'ont toujours aidée. Donc, du coup, j'ai pas le droit de leur en vouloir pour des choses comme ça. Le transgenre ne change pas d'identité. C'est ça, c'est que j'aimerais tellement qu'on comprenne ça. C'est que la personne, elle est la même. Donc, on perd pas quelqu'un. Il est là. C'est juste qu'elle s'habille en bleu au lieu d'en rose, quoi. C'est pas grave, voilà. Moi, je trouve que je suis pas tout à fait d'accord là-dessus avec Flora. Je suis... Moi, j'ai un peu... Je le dis pas trop, mais... Il y a un peu un truc qui c'est autre chose, on va dire. Je dis pas que c'est pas une perte dans le sens où c'est pas un amoindrissement ou un... Mais il y a un truc qui sera clairement plus le même, et par moments ça me pèse un peu. Quand ils sont petits, on s'imagine des choses de leur futur, ce qui ne sera plus, c'est-à-dire que c'est la perte d'un futur différent. Même si on s'en doutait inconsciemment, c'est toujours une onde de choc de l'accepter. Ça s'est pas fait en 24 heures non plus. J'ai quand même fait, bon, alors, comment on va faire ? Moi, le truc qui a été le plus difficile, et je pense que c'est ce qui doit se passer chez beaucoup de parents, c'est qui je vais voir, où je vais. À qui j'en parle, comment on fait ? Même le pédopsychiatre qu'on a vu n'avait pas de réseau non plus. Et ça, c'est grave, je trouve, parce que je trouve que tous les pédopsychiatres, ou en tout cas les gens qui sont censés accompagner des enfants en difficulté, devraient pouvoir orienter les parents sur ces questions et leur dire, alors voilà, il y a ce centre où vous êtes... Et il n'y a pas.
Léna a 2 sœurs et vit dans la région parisienne. Née dans un corps de garçon, elle ressent vers l'âge de 6 ou 7 ans cette différence. Mais elle ne parvient pas à l'exprimer et n'ose rien dire à ses parents. Cette situation difficile perdure jusqu'aux années collège, où elle décide d'assumer et de ne plus se cacher. Je savais que j'étais différente des autres garçons, mais pour moi, j'y prêtais pas spécialement attention. J'avais beaucoup d'amis filles, pas beaucoup d'amis garçons. J'étais naturellement attirée par tout ce qui était féminin en général. Mais après, je ne savais pas vraiment ce qui m'arrivait, parce que la transsexualité, je ne savais pas ce que c'est à 6 ans, par exemple. C'est au fur et à mesure des recherches, au moment de la puberté, que je me suis rendu compte ce qui m'arrivait. Et c'est vraiment, oui, la puberté, c'est vraiment le moment où on se rend compte que notre corps commence à évoluer de la mauvaise façon. Et c'est l'élément déclencheur pour moi. J'ai commencé par faire des recherches sur Internet avec des phrases qui étaient un peu... Je tapais un peu ce qui me passait par la tête. Par exemple, je veux devenir une fille ou des choses comme ça. Et au fur et à mesure, mes recherches se sont précisées et je suis tombée sur des témoignages d'autres filles transgenres ou de garçons transgenres et je me suis reconnue dans leur histoire. J'ai voulu écrire une lettre car je me sentais pas capable d'en parler à vive voix. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Si on dit juste je suis transgenre, mes parents n'auraient pas compris grand-chose. Puis surtout que mes parents sont dans une génération où il y a le plus de préjugés. Je m'en rappellerai, je pense, toute ma vie, puisque c'était quelques jours avant le jour de Noël, donc en décembre 2014. Elle nous avait écrit à sa sœur aînée et à nous-mêmes une lettre à chacun. Une lettre à sa sœur, une lettre qui m'était adressée et une lettre adressée à son père. Et donc je leur ai expliqué mon ressenti, je leur ai expliqué l'éventuel parcours à commencer, le parcours médical. Elle nous a expliqué quel était son mal-être depuis toutes ces années. Elle nous a expliqué que depuis qu'elle était enfant, elle s'était toujours sentie fille dans un corps de garçon. Donc un corps qui n'était pas en adéquation avec sa personnalité. Et donc, comme s'il y avait eu une erreur de genre, dès la conception, en tout cas, si on peut dire, et dès la naissance. Je l'ai mis dans la lettre, j'espère que tout va bien se passer. Parce que commencer à mon âge, ce serait ce qui serait le mieux pour moi. Et donc, ce n'était pas ni des caprices de sa part, ni des exubérances, ni quoi que ce soit. Simplement, elle ne pouvait rien changer à cet état-là. Et donc, nous, il fallait qu'on essaye de l'accompagner au mieux et puis d'accepter cet état de fait. Après le coming out, j'étais certes plus soulagée. J'avais l'impression que je ne cachais pas quelque chose à ma famille. Je m'étais fait un peu une idée. J'avais un peu peut-être trop d'espoir, mais au final, non. Je dirais pas on est dans la même situation, mais il y a encore beaucoup de choses à régler. Il y a encore beaucoup de problèmes. Certains jeunes transgenres vivent un combat quotidien. Humiliés à l'école, exclus de leur famille, ils doivent affirmer leurs différences envers et contre tout. À 17 ans, Elena s'est retrouvée seule face à l'incompréhension de ses proches.
Je sais que je suis une femme depuis l'âge de mes 5-6 ans, je dirais. Et quand je dormais, je me voyais en fille, en fait. Quand je me voyais dans des miroirs, dans mes rêves, je me voyais en fille. C'était le reflet de moi-même, mais le vrai reflet. Je regardais les étoiles et je priais pour qu'une bonne fée me transforme en ce que je suis vraiment. Et c'est jamais arrivé, bien sûr, mais j'y croyais. Donc j'essayais de toutes mes forces de supplier qu'on me transforme en moi-même, quoi. Mon enfance, j'en ai pas vraiment profité parce que j'étais mal avec moi-même. J'étais plutôt renfermée. Je parlais pas beaucoup, je m'isolais. Je restais souvent dans ma chambre à dessiner, à écouter de la musique. Des fois, je m'amusais avec ma sœur à jouer à la poupée. Sauf que je me cachais parce que si ma mère le remarquait ou... J'avais peur, j'avais honte en fait à cette époque-là. Ma puberté a été une catastrophe. Je commençais à avoir mes épaules qui se carraient, j'ai l'impression qu'elles devenaient carrées, que je commençais à développer des traits vraiment masculins. Donc je me suis dit c'est trop tard, faut que je fasse quelque chose. Et bon, j'ai pris mon mal en patience jusqu'à l'âge de mes 15-16 ans. Et là, je me suis demandé, mais il y a quelque chose qui cloche, quoi. Il fallait que je me renseigne. Je me suis dit, si d'autres personnes s'y ont arrivé, moi, je peux y arriver. Je me suis dit, il faut que j'en parle à mes parents. Mais j'en ai pas parlé tout de suite. En fait, j'ai dû attendre 1 an. J'ai dû bien me renseigner et réfléchir, avoir une réflexion avec moi-même. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et du coup, je l'ai annoncé à ma mère, je crois que j'avais 17 ans, je crois. Floconnette, Floconnette, Floconnette. Ma famille a voulu me faire interner en hôpital psychiatrique parce qu'ils pensaient que j'avais vraiment un problème. Ma mère me disait que c'était parce que j'avais des tendances suicidaires, mais je sais très bien que c'était parce que je suis trans et que ça les gênait. Et du coup, j'ai fugué. Il y avait plein de neige, c'était... En plein hiver, plein de neige, le brouillard, il faisait très froid. Je me suis cachée dans un buisson et il y avait de la neige et je voulais me laisser mourir dans la neige parce que j'en avais marre, je ne voyais pas de solution en fait. Lorsque la famille fait défaut, il existe quelques rares structures vers qui les jeunes transgenres peuvent se tourner. Pour Elena, c'est l'association L'Être qui a joué un rôle crucial en l'hébergeant dans ses locaux à Mulhouse. Grâce à l'aide d'Odile Renoir, la fondatrice, Elena commence à construire sa nouvelle identité et à entrevoir un avenir. Salut Elena. Je suis contente. Moi aussi, ça fait longtemps. Ah, je suis contente. Je suis super contente. Moi aussi. Elle était belle, hein? C'est vrai? Ouais, t'es belle. Ah, t'étais déjà belle, mais franchement... Finalement, c'est la police qui est venue te chercher, c'est ça? Oui, c'est la police. Puis la police non plus m'a pas respectée. Hein, Tu veux dire qu'elle t'a pas respecté dans ton identité, c'est oui, ça? et puis ils m'ont dit, les gens comme toi, on les met en asile, des choses comme ça. Donc, Et c'est ce qui s'est passé? Oui, le lendemain, quoi. Ouais. Et en fait, ils étaient contents, hein, qu'on t'emmène. Ils étaient soulagés, je pense, parce qu'ils savaient pas quoi faire, quoi. Puis ils voulaient pas savoir, je pense. Oui, je crois que c'est ça. Et après, t'as pas eu beaucoup de contacts. T'en as maintenant depuis ta maman? Un peu avec ma mère au téléphone, mais pas plus que ça. Mais elle est venue te voir? Non, elle devait venir me voir en octobre, en novembre, en décembre, mais elle n'est pas venue. Mais c'est comme quand tu étais chez nous, tu te souviens? Elle disait je vais venir, je vais venir. Oui, mais non, elle n'est pas venue. Et quand on a essayé de te trouver une place au lycée? Tu te souviens ce qu'il avait dit, le directeur? Ouais. Il a dit que maintenant on ne peut pas vous prendre parce que ça poserait problème, quoi, que oui, ne pourrait pas me respecter mon identité. Oui, on peut pas vous garantir qu'on va respecter votre identité. On ne peut pas obliger les profs. Oui, alors que si, bien sûr que si, il aurait pu. Et t'as trouvé déjà une école de coiffure quelque part?
Je pense que j'allais à Nancy dans la chambre des métiers. J'ai vu qu'ils font des formations là-dedans. Ouais. Du coup, je vais les appeler pour prendre un rendez-vous, pour les voir. Pour arriver à être plus ou moins dans le corps dans lequel ils se sentent, ils doivent subir beaucoup d'agressions verbales, physiques, de la part de gens qui n'y comprennent rien. Et c'est long. Et pour les jeunes qui ont 18 ans et qui savent depuis tout petit qui ne sont pas dans le bon corps, pour eux, c'est horrible d'attendre jusqu'aux 18 ans. Et à partir de 18 ans, c'est le seul moment, c'est le moment en France où on a le droit de commencer un parcours. Dans le monde médical, la dysphorie de genre est aujourd'hui encore peu considérée. Rares sont les médecins du secteur libéral à prendre en charge ces adolescents. Quant au secteur public, aucun service spécialisé n'existe en dehors de Paris. Par conséquent, les jeunes transgenres doivent se diriger vers des consultations destinées aux adultes. Dame, venez. Bonjour. Bonjour. Elena a dû attendre sa majorité pour obtenir son traitement hormonal. Depuis 6 mois, elle a décidé seule d'entamer son parcours pour se féminiser. À 2 comprimés par jour. Alors sur la morphologie, la masse musculaire, la masse graisseuse, la pilosité, on aura encore une efficacité plus notoire. J'ai remarqué que les muscles étaient vraiment affinés en fait. Oui, la peau est plus fine et la masse musculaire, ne fond pas, mais diminue. Oui. Hein? Au point de vue de tolérance, Ça va, sauf que de temps en temps, j'ai des bouffées de chaleur quand même, mais c'est pas non plus désagréable. C'est surtout au début que c'était difficile, mais là, maintenant, mon corps s'est bien habitué. Oui. Alors, le fait d'augmenter le Provamès, c'est-à-dire les œstrogènes, est-ce que vous avez vu des changements au niveau de la poitrine, de la peau? Oui, j'ai remarqué des changements, mais j'ai l'impression qu'elle pousse un peu de travers, en fait. Le plus souvent, ça se compense au cours du développement. Hein. Donc, de toute façon, une puberté ne se fait pas en quelques mois, mais plutôt en 2-3 ans, normalement. Donc, là, mais vous trouvez qu'il y a quand même un développement qui commence à être intéressant. Oui, ça commence, ça a quand même, la masse a augmenté quand même. Oui. Les traitements hormonaux pris sont des traitements hormonaux dont on connaît les effets secondaires, que l'on surveille de façon rapprochée, et il faut médicaliser pour éviter les automédications, les traitements avec des produits qui sont nocifs, des doses qui sont excessives, et puis des impacts et des effets indésirables, incidents, voire accidents cardiovasculaires, métaboliques ou cancérologiques. Voilà. Depuis que je prends les hormones, j'ai eu des changements tant bien que physiques que psychologiques. Alors ça m'a rendue beaucoup plus sensible, beaucoup plus à fleur de peau aussi. Des fois j'avais des sautes d'humeur, mais ça s'est stabilisé au fur et à mesure du temps, c'est normal. Je voulais faire ma transition jeune parce que je me suis dit, si je la fais plus tard, le résultat ne sera pas le même en fait. Plus on le fait jeune, plus c'est réussi. Et ça, je le savais. Et je voulais pas gâcher la moitié de ma vie à être pas moi-même. Je me suis dit, je pouvais plus supporter de toute façon. Je me suis dit, merde, je suis comme ça, et c'est tout. Il y a beaucoup de patients qui sont rejetés parce que le praticien ne s'intéresse pas aux troubles du genre. Et c'est toujours un échec et une blessure. Donc il faut une lisibilité plus importante, il faut des centres de référence, il faut qu'ils se multiplient, il faut qu'ils s'organisent, il faut qu'ils communiquent pour que les patients ayant ce besoin sachent où frapper et où avoir de l'aide. Si la France est clairement à la traîne sur l'accompagnement des enfants et adolescents transgenres, les Pays-Bas, eux, font figure de pionniers. Depuis plus de 15 ans, des associations soutiennent les jeunes dans leur famille comme dans les écoles. L'administration scolaire s'est adaptée en acceptant de modifier les prénoms et en leur accordant des allègements de programmes durant les soins.
Sur le plan médical, les hôpitaux publics offrent une solution thérapeutique avant de passer aux hormones sexuelles. Il s'agit d'un traitement qui bloque de manière provisoire leur puberté. Cela permet de prendre le temps de réfléchir sereinement à leur orientation avant de franchir l'étape définitive du traitement hormonal. Dès l'âge de 11 ans, Bass a commencé ce traitement appelé bloqueur de puberté. Et à 15 ans, il a reçu ses premières injections d'hormones à base de testostérone. Depuis, Bass est devenu un garçon comme les autres. Quand j'ai fait mon coming out avec l'association Transvisie, les enfants ont très bien réagi et ils ont accepté. C'était vraiment bien. Les harcèlements ont cessé, car enfin tout le monde avait compris. Et puis ils voulaient jouer ou sortir avec moi, ce qu'on appelle chiller aujourd'hui. Je pense que c'était vraiment un des plus beaux jours de ma vie. Je ressentais vraiment quelque chose de chouette. Je pouvais enfin m'ouvrir et dire voilà, regardez, je suis là. Je suis comme ça maintenant. À vous d'accepter qui je suis. Bass avait déjà fait son coming out à l'école primaire. Ses parents étaient venus ici quand il était encore en CM2 pour discuter du fait que Bass était transgenre. Donc on le savait dès le début et on s'est demandé mais c'est quoi la différence à part qu'il est transgenre? Bass c'est tout simplement Bass. Donc Bass est venu ici en tant qu'élève du collège, un élève comme les autres. On a des élèves qui font du sport à haut niveau, d'autres qui sont très investis dans la musique, et on a des élèves qui, comme Bass, sont en train de faire leur transition et qui ont besoin d'aller à l'hôpital de temps en temps pour des piqûres, par exemple. Pour tous ces élèves, comme pour Bass, nous leur donnons la possibilité de le faire. Les parents nous demandent alors des autorisations d'absence et on leur accorde. Le centre d'expertise de la dysphorie de genre est intégré au service de pédiatrie de l'hôpital universitaire d'Amsterdam. Son équipe d'endocrinologues, de pédiatres et de psychologues spécialistes de l'enfant et de l'adolescent est aujourd'hui une référence à l'échelle internationale. C'est ici que le traitement de bloqueur de puberté a été utilisé pour la première fois en 1990. L'équipe n'a inventé aucune solution miracle. Elle s'est inspirée des traitements mis au point 10 ans plus tôt pour les enfants atteints de puberté précoce. Depuis 2003, le docteur Anne-Lou de Vries dirige ce service et mène des recherches pour tenter de comprendre l'origine de cette dysphorie de genre. Je pense que la reconnaissance de la transidentité s'est considérablement améliorée ces 40-50 dernières années. À la fin des années 60, début des années 70, des cliniques spécialisées dans l'identité de genre comme la nôtre ont ouvert et commencé à proposer des traitements hormonaux pour les adultes. Puis, à la fin des années 80, début des années 90, sont apparues les premières cliniques pour enfants et adolescents. Ça fait déjà 6 ans qu'on vient ici. C'est presque comme si on y habitait. 6 ans déjà? Tout le monde nous connaît ici. Depuis 2010, non? 2010? Oui, mars 2010. Oui, mars 2010, ça fait vraiment déjà 6 ans. Le docteur trouve que tu es devenu plus fort, que tu sais ce que tu veux. Oui, je suis un homme, je suis un adulte. Tu commences vraiment à grandir. Enfin, oui. Et donc, vers l'âge de 16 ans, les adolescents, s'ils sont toujours convaincus de vouloir continuer, de vouloir changer de genre, c'est là qu'ils peuvent commencer la première étape, partiellement irréversible du traitement, le traitement hormonal de substitution. Et alors qu'avec les bloqueurs de puberté, c'est totalement réversible et l'adolescent ou l'adolescente peut encore changer d'avis, mais à partir de là, les effets des oestrogènes entraînent la poussée des seins et l'apparition de formes féminines. Et la testostérone a pour conséquence une voix qui devient grave et une carrure plus masculine. Et ça, c'est la première étape de la réassignation sexuelle. Mais ta barbe ne pousse pas encore. Mais j'ai une moustache. Tu as une moustache?
Alors tu pourrais commencer à te raser. Moustachu. Non, je voudrais avoir une barbe de 3 jours. Regarde, moustache. Non, je veux une barbe de 3 jours. On a besoin des parents pour le contexte familial, pour savoir ce qui se passait quand l'enfant était petit, ce qui leur a fait penser que leur enfant avait une dysphorie de genre. Et bien sûr, beaucoup de parents ont peur de prendre une décision à un âge trop jeune. Alors, on explique bien en détail ce qu'on fait, à quel point on est prudent dans nos choix, et les parents finissent par être convaincus et sentir qu'on agit pour le mieux. Et ce qu'on fait, c'est qu'on évalue les risques. Le risque d'arrêter la puberté et celui de ne pas l'arrêter. Et on sait que si la puberté de ces adolescents n'est pas interrompue, il y a de fortes chances pour qu'ils deviennent dépressifs, angoissés, voire suicidaires, et que ça bloque leur développement normal d'adolescent. Ah, je le sens très fort dans mon muscle. Voilà. C'est fini? Jusqu'ici, on n'a constaté aucun effet secondaire grave. Mais le traitement bloque le développement des os pendant pas mal de temps. Et on sait que l'adolescence est une période importante pour le développement des os. Et peut-être que c'est seulement vers 50 ou 60 ans que ces jeunes auront des problèmes de développement des os. C'est possible. On ne sait pas encore, s'ils récupèrent leur retard en termes de densité osseuse. Et c'est l'un des paramètres importants. Mais pour tout le reste, notamment en ce qui concerne leurs analyses de sang et la pression artérielle, ils vont très bien. Salut! Ça m'a fait mal. Ça brûlait. Les bloqueurs de puberté stoppent la puberté de la femme. Donc je n'aurai pas de seins, de choses féminines. Je ne serai pas une femme. Et comme mes parents ne sont pas très grands, et que je ne le suis pas moi non plus, c'est dommage. Parce que je suis quand même un des plus petits de ma classe. Alors c'est pas facile. Maintenant j'ai de la testostérone. Et je suis très content parce que je l'ai attendu très longtemps. Et ce que je souhaite vraiment, c'est grandir. J'espère vraiment devenir plus grand. Et ce que j'attends aussi, c'est de devenir un homme. Avoir de la barbe, des muscles, la voix grave. Je voudrais vraiment que ma voix soit plus grave. Je le veux aussi parce que mes copains commencent leur puberté et j'ai pas envie d'être le seul à rester comme ça. Ce que je veux faire après, je veux absolument faire les opérations. Ce à quoi je pense, c'est changer de sexe. Parce que ce que je veux, depuis que je suis tout petit, c'est faire pipi debout. Après quelques entretiens, quand c'est devenu évident, l'idée est venue de l'hôpital VUMC de profiter de l'été, pendant nos vacances en France, au camping, où on ne connaissait personne et où personne ne nous connaissait, de laisser vivre Bas comme un garçon. Oui, il pouvait vraiment être un garçon. Et quand nous l'avons dit à Bas, il a tout de suite dit « Mais oui, je veux le faire !» Et puis, il a commencé à imaginer « Je dois voir comment je vais m'appeler !» Après un moment, il est descendu de sa chambre avec une liste de prénoms de garçons. Il y en avait 5 et il en a choisi un.
Et c'était Bas. S'il n'y avait pas de bloqueur de puberté, s'il n'y avait pas de thérapie hormonale et l'accompagnement de l'hôpital VUMC, on aurait aujourd'hui un enfant très malheureux, qui se ferait du mal, qui se mutilerait. Et je ne sais vraiment pas comment cela aurait évolué plus tard. De toute façon, ce serait un enfant perturbé, qui serait devenu dingue. Nous avons souvent entendu des histoires. Ok, ce sont des histoires sur des garçons qui se sentaient filles et qui détestaient tellement leur sexe qu'ils voulaient le couper. Ou des filles qui avaient eu des seins et qui voulaient les couper. Heureusement, ça n'arrivera pas à Bas, parce que chez Bas, ça a été freiné par les bloqueurs de puberté. Il n'a pas eu de sein, il n'a pas eu ses règles. Et il est encore un peu comme avant la puberté, même si son corps continue à se développer. Depuis 1 an, Léna est suivie à la Fondation Vallée, un centre hospitalier public de psychiatrie pour enfants et adolescents. S'inspirant des modèles hollandais et canadiens, la France crée en janvier 2016 une équipe pluridisciplinaire à destination des jeunes patients transgenres. Pour la première fois, l'hôpital public accepte de prendre en compte des demandes qui relevaient autrefois de la psychiatrie. L'objectif n'est plus de faire disparaître cette dysphorie, mais de les accompagner dans leur démarche. Les équipes impliquées restent réticentes à communiquer sur ce fonctionnement inédit. Cependant, le docteur Efez et le docteur Chambry, membres fondateurs de ce projet, ont souhaité témoigner pour faire bouger les lignes. Moi, je suis psychothérapeute et psychothérapeute familial dans le service de psychiatrie de l'enfant à la Salpêtrière. Eh bien, le service fait partie d'un réseau de prise en charge de ces enfants avec d'autres hôpitaux comme la Fondation Vallée, comme l'hôpital Robert Debré, et surtout a mis en place un groupe de réflexion transdisciplinaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des endocrinologues, il y a des pédiatres, il y a évidemment des psychiatres, il y a des psychanalystes. Et donc, on essaye de créer ensemble une réflexion et surtout un protocole de réponse. Qu'est-ce qu'on dit à ces familles? Qu'est-ce qu'on propose à ces enfants? À partir de quel âge? À partir de combien de consultations? Comment est-ce qu'on fait la part entre quelque chose qui serait effectivement du côté de la psychopathologie, voire du délire, parce que ça existe, hein, toutes les demandes de changement de sexe ne sont pas toutes fondées, ça peut correspondre à quelque chose de tout à fait pathologique à l'intérieur de soi. Donc il faut pouvoir faire la différence entre ces demandes, évaluer ce qui est de l'ordre d'une vraie problématique transgenre et tout ce qui peut être d'autres pathologies de l'enfance et de l'adolescence, et à ce moment-là, répondre. Et pour ça, on va se donner tous les outils possibles, des outils psychologiques, des outils médicaux, des outils aussi légaux pour leur permettre de se sentir mieux et d'avancer dans leur construction en limitant la souffrance. Il y a vraiment un changement de paradigme dans cet abandon du pourquoi au profit du comment accompagner le processus de changement. Léna est une des toutes premières adolescentes en France à bénéficier, sur le modèle hollandais, des bloqueurs de puberté. Après 1 an de traitement, elle souhaite désormais accéder à l'étape suivante, la prise d'hormones. Donc là, effectivement, toi, maintenant, tu t'habilles de façon très féminine, tu portes ton prénom, tu as pu en parler avec ta famille, dans ton univers scolaire et amical. Oui. Et donc, se poser la question, puisque maintenant, tu as plus d'1 an de suivi, de pouvoir commencer effectivement les hormones. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs experts de plusieurs équipes qui se réunissent pour donner un accord ou pas.
Ça ne peut pas être une seule équipe qui décide, c'est pas que moi par exemple, je ne peux pas dire bon bah ça y est, Léna a tous les critères, on y va. Ça doit passer par une commission, hein, et cette commission, elle est formée des équipes qui travaillent sur le sujet. Hein. Donc on a donc présenté ton cas, hein, j'ai expliqué un petit peu ton parcours, où tu en étais. Et il y a eu une discussion sur effectivement comment toi tu envisages l'avenir. Il y a eu un accord pour que l'hormonothérapie puisse débuter. Hein. T'imagines que ça va t'apporter quoi en plus là maintenant? Répartition des graisses, ouais. Développement mammaire, affinement au niveau du visage, pilosité moindre, puberté féminine. Oui, donc tu as des attentes vis-à-vis de ce traitement. Oui. Bah, je sais que ça marche quand même bien chez pas mal de personnes. Donc, L'ensemble des psys et du personnel médical, hein, y compris les endocrinologues qui sont un peu en première ligne hein, par rapport à ces prises en charge, pour l'instant n'ont pas d'une conception, un discours et une réponse homogène par rapport aux questions qui sont posées. Certains vont être plus conservateurs que d'autres. Certains vont penser que jamais, au grand jamais, on ne doit toucher au corps d'un enfant. Y compris par des hormones, parce que un enfant n'a pas la capacité de savoir quels sont ses besoins par rapport à ces questions-là. Donc il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de critiques de ce que font les uns et les autres. C'est vraiment une matière qui est en pleine transformation aujourd'hui. Et alors, ils ont réagi comment dans la classe? Ah, super bien. J'étais la première personne à le faire au lycée, donc ça a été un peu une première fois pour tout le monde. Les enseignants, même les enseignants même ne connaissaient pas très bien le sujet. Enfin, c'est encore un sujet assez difficile. Donc oui, c'est surtout les questions. Mais comment les gens vont réagir? Si jamais ça se passe mal, comment je fais? Mais non, c'est très bien passé. Et toi, tu te sens mieux maintenant? Ah oui. Oui. Donc c'était l'angoisse de ce passage, mais une fois qu'il est fait, Oui. finalement, tu n'as pas de regrets ou... Non. Oui, mais j'ai fait quand même de grandes étapes. Une fois que la transition sociale est passée, enfin, c'est déjà plus facile à vivre. Voilà, juste que ça avance en fait. Parce qu'on est un peu une période où on est un peu bloqué. Enfin, je veux que ça avance. C'est tout. Si les parents de Léna ont accepté son engagement dans un traitement hormonal à long terme, ils vivent encore difficilement sa nouvelle identité au sein de la cellule familiale. Est-ce que tu es consciente du chemin parcouru quand même par la famille? Est-ce que tu es conscient de tout ce qu'on a fait pour toi? Oui. Jusqu'à présent. On revient de très loin, tu sais. Hein, on a commencé en 2013. Courant 2013, on n'a pas eu de chance parce qu'on n'a pas rencontré tout de suite les bons médecins. Hein. Il y a eu toute une période de tâtonnement, une période pendant laquelle on tombait sur des gens qui ne comprenaient rien, qui n'écoutaient pas, qui mettaient ça sur le compte de ta crise d'adolescence. Oh, ça va lui passer, c'est l'adolescence, ça lui passera, elle est mal dans sa peau, etc. Hein. Voilà. Le problème, c'est que on est tributaire de la médecine, des protocoles médicaux. Mais je parle surtout des prénoms et des pronoms. Ah, des prénoms, bah oui. Mais dans ce cas, tu devrais parler à papa. Mais papa, mets-toi à sa place, ça fait... Oui, mais j'en ai assez de mettre à la Ça place fait des presque autres. 17 ans qu'on t'appelle... Moi, est-ce qu'on me met à ma place? Par un prénom Non, c'est pas. masculin, ça fait... Les habitudes dans la vie dure, comme on dit, tu sais, c'est... Mais les habitudes c'est se compliqué. changent. Ben oui, ça doit pouvoir changer, oui. Moi, j'ai pas envie d'avoir une double vie. Non, mais je comprends ce que tu... J'entends ce que tu dis, moi, je l'ai compris, je serai là pour toi. Oui, mais ça ne suffit pas. Je fais tout ce que je peux, mais c'est un choc énorme pour lui. C'est un choc énorme,
Papa, il est très éprouvé par tout ça. Il était tellement content d'avoir un garçon. Et c'est dur pour lui. De dire qu'il il aurait pu avoir une transmission du nom avec toi. Et que ben là, finalement, ben voilà. C'est une branche de la famille qui va s'éteindre de notre côté. Et ça, je pense que c'est compliqué pour papa. Est-ce que tu peux le comprendre, ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux comprendre? J'ai du mal. T'as du mal? Puis il faut penser que c'est difficile pour papa, mais c'est pas difficile que pour lui. Tu vois, regarde, t'as quand même une petite sœur. Qu'est-ce qu'elle va comprendre? Comment on va lui expliquer les choses? C'est difficile aussi. Donc, Ben, il faut trouver les bons mots. Il faut trouver les mots, oui, les mots justes. Mais il faut essayer pour ça. Il faut essayer. Mais il faudrait, je pense que tu vois, moi j'ai commencé à lui expliquer, mais je pense que tu es mieux placé que moi pour lui expliquer ça. Parce que toi, tu le sens au plus profond de toi, tu vois, c'est dans ta chair, c'est dans ta personnalité. Le problème, c'est que moi, j'en ai marre d'expliquer à tout le monde. C'est pas mon rôle. Je sais bien, mais là, pour ta sœur, il faut que tu le fasses. Non, c'est à toi de le faire. Oui, mais je n'ai pas le même ressenti, si tu veux. Je vois les choses de l'extérieur, je les comprends, mais je ne les vis pas dans ma chair. Mais il n'y a pas besoin de le vivre pour expliquer. C'est plus simple quand on le vit. C'est plus simple, je pense, quand on le vit. Mais tu sauras trouver les mots simplement. Tu crois que je vais savoir? Oui. Et pourquoi? Ben oui, je suis avec ma copine et sa petite fille. J'essaie de faire entendre mon point de vue à la maison, mais le problème, c'est surtout mon père qui est très campé sur sa position, qui pour lui, même pour mes parents, c'est difficile. Mais mon père n'essaye pas de faire des efforts pour changer le prénom, les pronoms aussi. Il pense que ça va venir tout seul, mais non, enfin, faut essayer. Au début, c'est dur, mais au fur et à mesure de dire Léna, Léna, bah, ça va rentrer. Et c'est pas ce que fait mon père, et du coup, bah, puisque mon père ne m'appelle pas Léna, ma mère ne m'appelle pas Léna, ni ma sœur, parce que ce sera un peu une sorte de jeu. Il y en a un qui va appeler Léna, l'autre mon prénom masculin, enfin, c'est un peu ridicule. J'ai pas envie de vivre ça. Lucas et ses parents ont rendez-vous pour la première fois avec le docteur Chambry. Après avoir cherché des solutions dans le secteur privé pendant plusieurs mois, ils espèrent trouver ici une écoute bienveillante et surtout un accompagnement adapté. Pour le docteur Chambry, l'objectif de ce premier rendez-vous est d'évaluer leurs demandes afin de décider quelle aide apporter à l'enfant. Sur la question de porter des robes, de... On avait abandonné. Vous aviez abandonné. Ouais, c'est tout. Voilà. On essayait de temps en temps pour des occasions, mariage, petite soirée, machin. Là, par contre, on sentait clairement que... Ça durait 10 minutes. Hein. Ça le faisait pas. Et ça, c'était drôle parce qu'à la boum de tes 11 ans, t'as une copine qui, tu te rappelles, on en a reparlé l'autre jour, mais la petite jupe à volant, c'était la mode des jupes à volant, les petites ballerines. Donc elle l'a mise quand même, mais ça a duré un quart d'heure, 10 minutes. On a l'impression qu'elle était déguisée en fait. Ah oui. Enfin, vraiment, je sentais que il y avait quelque chose qui... Ça n'allait pas. Voilà. Là, tu dirais que tu es sûre de toi dans cette question d'être un garçon? Tu arriverais à dire ça ou c'est encore... ou pour toi, maintenant, c'est clair? Pas dans l'extrême. C'est quoi dans l'extrême? Je sais pas. Parce que, non, je sais pas comment expliquer ça, mais... Bon, comme ça devient, hein. Enfin, je veux dire... Oui, si, non, enfin, c'est plutôt clair, je pense. Ouais. Mais non, mais ça, c'est intéressant. C'est quoi cette histoire d'extrême? Comment tu vois les choses? Je pense qu'il y a différents stades. Ouais. Et moi, c'est pas... C'est-à-dire, t'as un exemple? Par exemple, je ressens pas la nécessité de tout de suite prendre des hormones, tout de suite commencer ou faire toutes les opérations, etc. D'accord. Ouais. D'accord. Mais ça a évolué parce que... Ouais, au début, j'étais pas du tout comme ça. Quand tu voyais du fait, le but, c'était ça. Hein. Fallait que ça impulse. Hein. C'est un petit peu le point peut-être qu'il faudra envisager un petit peu d'être au clair sur est-ce que toi, effectivement, ton objectif, c'est vraiment de t'affirmer en tant que garçon et que effectivement ça veut dire on me voit comme un garçon, je me présente comme un garçon, j'ai une identité de garçon et
avec après différentes possibilités? Ou est-ce que finalement ce côté fille-garçon manqué, est-ce que c'est un truc qui te plaît quand même? Non, ça me plaît pas, mais mon identité de garçon, je l'ai avec tout le monde, sauf avec mes parents. Donc, D'accord. Tu les préserves en fait? Oui. Bah, je sais pas comment je vais faire, mais... Je pense, non? Ouais. Ouais, je pense. Voilà. Tu veux pas les brusquer trop. Ils s'habituent tranquillement. D'accord. Ouais, je pense. Si tu étais venu plus jeune, avant d'avancer à ce point dans ta puberté, on se serait posé la question, avec toi et tes parents, sur est-ce qu'on stoppe la puberté pour éviter que tes seins poussent, que les règles apparaissent, que voilà. Mais ça, cette discussion, on l'abandonne tout de suite parce que maintenant, tu es trop âgé pour ça. Donc maintenant, ta puberté est là, elle est déjà bien avancée, donc on doit faire avec. Hein. Nous, ce qu'on va déjà proposer, c'est de rentrer dans le programme, qu'on continue à explorer. Le fait qu'il y ait des jeunes qui décloisonnent finalement cette question du genre en interrogeant très tôt cette question de l'identité masculine et féminine, eh bien, ça décloisonne aussi des destins. C'est-à-dire que, au fond, il y a 2 générations, on était transsexuel ou on ne l'était pas. On était homme, femme ou transsexuel d'une certaine façon, c'est-à-dire aussi homme ou femme, en ayant changé de destin. Et aujourd'hui, il y a quelque chose dans ce décloisonnement qui permet, au fond, d'autres types de trajectoires, qui seraient celles d'un troisième sexe, d'un troisième genre, mais pourquoi même un troisième, qui serait juste d'un décloisonnement. Et moi, je vois beaucoup d'adolescents qui sont dans ces trajectoires-là, où ils commencent à prendre des hormones, mais où ils n'envisagent pas, par exemple, une mutilation chirurgicale. Ils peuvent tout à fait concevoir d'avoir un corps qui anatomiquement va porter des caractéristiques masculines et féminines. De la même façon que sur le plan de leur orientation sexuelle, ils peuvent tout à fait se sentir bisexuels ou asexuels. C'est-à-dire que finalement, le puzzle de l'identité, le prisme de l'identité sexuée comme de l'orientation sexuelle, il est beaucoup moins catégorisé. Et ça, je pense que c'est ces jeunes-là qui ont ouvert cette voie-là. Je pense qu'on pourrait commencer par se présenter rapidement. Déjà, on fait un tour de prénoms et de pronoms, comme ça on sait comment se référer à vous. On peut commencer par Gabi déjà. Alors, Gabrielle ou Gabi. Alors, pour les pronoms, vous pouvez dire elle. En anglais, vous pouvez dire she or they. Ok, moi c'est Lucas, pronom il. Voilà. Bah, moi c'est Oli et c'est prénom il aussi. D'accord, moi c'est Max et c'est il. Je m'appelle Yuki et mes pronoms sont il ou they en anglais, donc le pronom neutre également. Aujourd'hui, on est quand même une majorité masculine. Bonjour Gabi. Je sais pas, quand tu vas voir ton entourage ou ton psy au départ, de devoir dire mais moi je jouais aux petites voitures quand j'étais petit, puis je jouais toujours au foot, les pompiers, vous dites pas. J'adore la couleur bleue. Je suis un vrai garçon. Ça correspond pas à ce qu'ils veulent, t'es pas trans quoi. Enfin, j'ai eu des poupons quand j'étais petit et je les aimais ces poupons, et c'est pas parce que je suis un gars que j'ai pas d'instinct maternel, d'une part, et je les aimais et je jouais avec et j'assume d'avoir joué avec. Enfin, ok, les Barbies c'était pas encore ça. Quand on est une femme dans cette société, les personnes s'attendent à ce qu'on soit sage, qu'on ne s'exprime pas, qu'on prenne pas de place. Alors que quand on est perçu comme un homme, les autres hommes nous respectent plus, nous parlent... Les gens sont plus à l'écoute. Moi, je sens une différence. Plus à l'écoute. Ouais. Notre voix a une importance finalement, alors qu'avant moins. Enfin, on prend plus de place, même géographiquement, physiquement. Et vu que c'est accepté, ça change pas. C'est quasiment chaque fois que je suis dans un métro ou dans un bus, il y a quelqu'un qui me regarde et qui est en mode... Alors, je comprends pas là. Parce que les gens ils veulent toujours savoir. Voilà, ils sont confus. En fait, quand ils voient pas ni un garçon ni une fille, et ils savent pas comment percevoir la personne, et
Pour eux, c'est Voilà. dingue. Et ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de savoir, ah, c'est une fille ou c'est un garçon. Il y a un truc qui m'est arrivé un jour, encore dans le métro, parce que notre famille métro, je crois que c'est notre QG, ça. Il y a un mec qui savait pas et qui est venu me voir, t'as une fille ou un gars? Et ça me faisait chier, genre, c'est vrai que je disais que j'étais un gars, et on va devoir réexpliquer toute ma vie de A à Z, et j'avais pas envie de faire une psychanalyse encore une fois. Du coup, j'ai dit que j'étais une fille parce que ça m'énervait. Et alors là, il s'assure, ah, t'es une fille, et bah t'es très belle, t'as des très belles proportions, etc. Et du coup, ça l'a permis de commencer à draguer. Oui. Il fait ça maintenant. Non, mais si raconte, si t'es un gars, il va jamais te draguer. Si tu dis que t'es une femme, ouais, je sais, mais si tu dis que t'es une femme, c'est comme si c'était un feu vert pour leur comportement pourri qu'ils ont envers les femmes, genre ah madame, mademoiselle, nanana, t'es belle, tu veux pas venir avec nous, enfin je sais pas quoi, enfin. Et alors que si t'es un garçon, vu qu'ils veulent absolument pas admettre qu'ils sont attirés par un homme, bah tout d'un coup, enfin ils vont te traiter comme un pote. Eh, ça va mec. Mais non, mais c'est pire. Mais tu les as naturellement. Regarde, je t'arrange tes cheveux là justement. Concernant la cause de la dysphorie de genre, beaucoup de personnes transgenres ont le sentiment que ce n'est pas un choix, mais quelque chose d'inné. Et donc, pour eux, il est logique que ce soit lié au cerveau. D'ailleurs, on trouve ici aux Pays-Bas les études d'un chercheur en neurologie datant déjà de la fin des années 90 et qui montrent que le cerveau est peut-être impliqué dans le fait d'être transgenre. Aux Pays-Bas, de centres médicaux accompagnent les jeunes patients transgenres et leurs familles et mènent des recherches pour tenter de comprendre l'origine de ce trouble. L'hôpital pour enfants de Leiden compte parmi l'un d'eux et travaille en collaboration avec le docteur De Vries. Connor est un jeune patient qui suit des entretiens depuis 6 mois pour cerner l'origine de son mal-être. Je suis née comme ça, parce qu'il y a eu une petite erreur. Et après, ça reste en toi. Il y a des recherches sur le sujet. Comment se fait-il, par exemple, qu'un garçon naisse dans le corps d'une fille? Il n'y a pas encore de preuves et on n'a pas encore trouvé la cause. Mais les recherches continuent, je crois. Mais je ne saurais pas vraiment expliquer comment ça se fait. Avec les études dirigées ici en ce moment, des études d'imagerie cérébrale, on voit clairement que les transgenres qui veulent devenir hommes ont un cerveau qui réagit de façon assez similaire à celui d'une personne née de sexe masculin. Cela nous donne un indice qu'au moins certaines causes de l'état transgenre pourraient être liées au cerveau, au développement précoce du cerveau. Cela peut s'expliquer par des facteurs externes durant le développement prénatal ou alors par des facteurs génétiques. C'est génial. Ouais. Connor vient de recevoir son diagnostic de dysphorie de genre. La loi hollandaise lui permet désormais de pouvoir bénéficier d'un nouveau statut. À 16 ans, il va pouvoir modifier son prénom et son genre sur ses papiers d'identité et s'inscrire aux examens comme garçon. C'est bien. Tu es un peu soulagée? Oui. Tu avais peur? Oui. Oui, je le voyais, tu avais les joues rouges. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont envoyer un courrier de confirmation pour ta carte d'identité? Oui, pour que je puisse changer ma carte d'identité. Oui, pour que tu puisses changer ton prénom et mettre le genre masculin, un M, sur tes papiers. C'est une étape importante dans ta vie. Oui, depuis le temps. La journée la plus importante? Oui. En fait, c'est une nouvelle naissance. Non.
On suit désormais les premiers cas de jeunes adultes qui ont débuté le traitement de réassignation sexuelle dès le plus jeune âge. Et on sait qu'ils ont commencé à fonder des familles, qu'ils ont un boulot, qu'ils s'intègrent parfaitement à la société comme les autres. Et c'est formidable de voir ça. Cela confirme que ce que nous proposons est une très bonne solution pour les jeunes transgenres. Je me suis toujours sentie hétéro, quoi, attirée par les garçons. Et j'ai un peu appréhendé quand même qu'ils n'acceptent pas, qu'il y ait des choses, des parties de mon corps qui le gênent. Parce que c'est un peu compliqué pour moi, parce que je ne suis pas à l'aise avec. Et vu que c'est mon premier vrai amour, donc pour moi c'est important et je suis contente d'être avec lui maintenant, quoi. C'est un peu mon psychologue en fait. Il m'a jamais considérée comme une trans en fait. Il me dit t'es une femme, point. Et c'est son soutien qui me fait avancer, qui me rend plus forte en fait. Ce qui m'a plu, c'est ta façon de parler, de t'exprimer, de tes yeux aussi. Ah, tes yeux. Et puis voilà, c'est surtout voilà, comment tu réagis. T'es douce, t'es calme. Je me sens libérée en fait. J'ai l'impression d'être enfin moi-même, de pouvoir être honnête à 100%, ne pas cacher tout le temps qui je suis, mettre une carapace, mettre un masque et devoir jouer un rôle qui n'est pas le mien. J'ai l'impression d'être moi à ma place et ça fait du bien, oui. Ouais, t'as toujours peur de pas être comme tout le monde alors que t'es aussi bien, voire mieux même. Donc du coup, c'est pour ça que je te pose la question là, c'est parce que justement... Moi, je me sens bien, mais c'est par moment, c'est sûr que vu que j'ai pas encore mon corps, que mon corps ne correspond pas encore à mon esprit, que je me sens pas encore complète, c'est sûr que... C'est un peu complexé, mais... Ouais, c'est complexé. Et dans une vie de couple, c'est sûr que être complexé, ça pose des fois des problèmes, mais sans plus, quoi. C'est pas... On y arrive à les surmonter. Je me sens prête à être maman. Pas tout de suite, bien sûr, parce que je suis jeune quand même. Mais dans l'avenir, oui. Et en plus, mon copain voudrait des enfants. Ça ne le dérange pas d'adopter. Donc, puis même, je me sens avoir la fibre maternelle et pouvoir m'occuper d'enfants. Même leur dire, je pense qu'ils comprendront. Les enfants comprennent assez vite par rapport aux adultes. Puis j'ai envie de donner tout mon amour à un enfant et puis être une bonne mère. En remodelant leur corps chimiquement, les jeunes transgenres compromettent leur fertilité. C'est pourquoi les équipes médicales demandent à Léna et à sa famille de réfléchir à ce risque avant de débuter la prise d'hormones féminines. Étant donné les relations familiales que nous avons actuellement, je ne veux pas que l'on nous reproche à un moment donné quoi que ce soit en disant oui mais j'étais jeune, j'avais pas conscience, etc. des conséquences. Moi je comprends que tu ne veuilles plus perdre de temps, entre guillemets, que les mois paraissent des années et que tu veux aller de l'avant. Je veux pas que tu aies de regrets, c'est surtout ça. Moi je sais, je veux des enfants plus tard. Mais je sais que si j'arrête le traitement, je vais sombrer en dépression. Ça va masculiniser. J'ai la chance d'avoir une apparence très féminine à la base. Vous ne pouvez pas vous rendre compte parce que vous n'êtes pas dans la situation. Mais j'ai la chance de ne pas avoir de pilosité faciale. J'ai la chance de n'avoir pas mué. Et je sais que si j'arrête, c'est ce qui va se produire. Et ça, c'est irréversible.
Donc moi, je pense aussi à ma vie future, à moi. Oui, mais avoir des enfants, comment... Enfin, qu'est-ce que tu envisages? L'adoption. Et je sais qu'avec le progrès médical, on peut encore trouver d'autres choses. Il y a des études qui sont mises en place. On peut faire des gamètes avec plein d'autres moyens. Enfin, plus tard, il va y avoir d'autres possibilités. Alors, je sais ça, mais moi, c'est pas le domaine sur lequel je suis le plus à l'aise. Il faudra vraiment poser la question à l'endocrinologue. Moi, en tant que mère, ce qui me dérange, c'est ça. C'est pas le fait que tu deviennes stérile, c'est le fait que je ne veux absolument pas que tu regrettes quoi que ce soit dans ta démarche. Je crois qu'en même temps, Léna, c'est quelqu'un qui sait quand même ce qu'elle veut pour elle, qui a beaucoup réfléchi, qui a quand même un vécu assez fort des choses. Hein. Mais c'est vrai que maman, elle a fait quand même énormément d'efforts, hein, quand même. Ça, c'est vrai. Il faut quand même lui reconnaître qu'il y a eu une grosse évolution. Hein. J'ai fait un gros travail de réflexion sur moi-même et moi, je le vois maintenant en tant que fille. Voilà, quand je le vois, pour moi, je vois une fille maintenant. D'accord. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas de toute la famille. Surtout mon mari qui a du mal encore. Je voudrais arrêter de vivre avec la culpabilité, de ressasser des idées qui quelquefois ont été un peu des idées noires. Et puis je pense que maintenant il faut aller de l'avant. Comment tu envisages un petit peu la suite, justement? Comment toi, dans ton esprit, t'imagines un petit peu les différentes étapes? Comment tu vois? Les hormones. Ouais. Puis l'opération. Et ça, tu trouves que ça serait urgent, cette vaginoplastie? Ah oui. Ouais. Surtout qu'il y a une liste d'attente qui est assez longue, donc... Prends du café, toi, maintenant. Il devient un peu plus... un peu plus mec. Et dans ce que ça peut avoir aussi de pas top non plus, c'est-à-dire qu'il y a alors ça, je pense que c'est un il y a truc... des trucs de langage, c'est un truc d'attitude qui paraissent presque forcés, tellement il en rajoute, entre guillemets. Et bon, ça, on essaye un peu de calmer, mais c'est marrant, moi j'ai senti ça, c'est-à-dire que c'est un peu plus... Comme maintenant, c'est clairement affirmé. Et ça, c'est un truc marrant. Il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir un camionneur à la maison et c'est pas le truc qui m'enchante, entre guillemets, le plus de ce changement de personnalité, mais bon, c'est comme ça, hein, donc j'essaye un peu de... Mais non, mais c'est normal, parce qu'il faut marquer la différence. Mais alors ça, c'est drôle, parce qu'une fille qui parle comme ça, on ne pourrait pas l'accepter. Et donc c'est ça aussi la limite, c'est que faut oublier que c'était une fille, de se dire, bon, là c'est normal, elle essaie de rouler les mécaniques, un peu. Cette différence-là, bizarrement, au lieu d'être un poids ou une... Je pense que c'est un truc qui le rend plus fort et plus... Je sais pas, il a fait beaucoup plus de chemin que beaucoup d'enfants de son âge. Ou quand même nous, à son âge, je pense que c'est énorme, quoi. Je pense que forcément, toute sa vie, ça lui donnera un truc que les autres n'ont pas, je pense. Moi, du coup, je suis assez fière, quoi. Super fière, même. Ouais. Je trouve ça... Vrai. Puis ça... Voilà, c'est la vie, quoi. Il y a plein de trucs. Et puis c'est ça, c'est... Je pense que même il y a un côté un peu en avance sur son époque, quoi. Enfin, Et dès qu'on est différent, c'est toujours problématique. On se demande pourquoi, mais c'est comme ça. Donc... Moi, c'est le seul truc qui me fait flipper, c'est ça, c'est les autres. Lui, non. Ça va.
Emmanuel. Pour valoriser la transidentité et lutter contre les préjugés dont ils sont victimes, Alexei, Yuki, Max et Lucas, les jeunes de l'association MAG, participent à un projet artistique sur la diversité des genres. Partagés entre un besoin de conformisme et l'envie d'affirmer leur singularité, ces adolescents témoignent avec courage. Combien de démarches et d'efforts leur faudra-t-il encore fournir pour être simplement acceptés dans leurs différences? Je préfère quand il n'y a qu'une seule main quand même. Ouais, c'est vrai, parce que là, du coup, ça fait. Ouais. Celle-ci, en fait, j'aime mieux. Ouais. Ouais, parce que là, j'ai le coup en C'est la mieux. Ouais, c'est là. C'est une des mieux. Ouais. Là, ça fait un mois, du coup, Ouais, c'est ça, un mois depuis hier. Voilà. Mais ouais, tu ressens déjà des changements En fait, au niveau de l'humeur, je suis plus stable. En fait, on m'avait dit tu vas devenir plus agressif, mais en fait, je suis beaucoup moins qu'avant. Je sais pas si c'est plutôt parce que du coup, je suis contente de la voir, etc., et que je suis plus de bonne humeur. Mais sinon, et changement physique, j'ai juste la voix un peu qui a baissé. Ouais, c'est tout. Enfin, ça va doucement, hein, donc, mais bon, voilà. J'arrive à avoir de la patience. De toute façon, il faut être patient dans la vie, donc... Tu te vois comment dans un an, là? Dans un an? Bah... Je pense que j'aurais déjà fait un grand pas, quoi. Et puis, dans un an, je pourrais toujours pas être opérée, puisque j'aurais 17 ans. Mais déjà, au moins, je serais déjà un an sauté. Je vais peut-être faire mon changement d'état civil, etc., pour pouvoir reprendre le sport, avoir des licences et jouer dans les équipes de garçons, etc. Enfin, c'est parti pour vivre tranquillement. Normalement, quoi, entre guillemets. Ouais, voilà, c'est ça, comme t'as envie, en fait. En étant soi-même complètement, voilà. Moi, je ne changerais rien à mon parcours. Je renaîtrais femme et avec le... Je pense qu'on a un regard sur la vie, qu'on a eu des expériences qui sont autres. Je sais pas, ça se trouve, je serais un mec complètement macho ou misogyne. Et je pense que justement, j'ai ce regard-là sur la vie, ce regard de comment est perçue une femme de la société et une certaine sensibilité peut-être que j'aurais pas forcément en étant né assigné homme. Donc pour moi, je le vois vraiment comme une continuité et comme une part de ma personne et de ma personnalité. Et pour rien au monde, j'enlèverais ça, en fait.